Merci à vous de m'inviter pour parler d'Iran. On en parle beaucoup et plus on en parle, moins on le connaît. Notre problème, en effet, de notre chercheur, c'est, je me permettrai de partager l'écran. L'Iran donc est un pays qui est très actif, très important, mais on ne le connaît pas. Alors la seule connaissance de la partie nucléaire, c'est l'ouvrage de François Nicoulot qui nous a quittés il y a 1 an maintenant, et qui était donc, quand il était diplomate à Paris, des spécialistes des questions nucléaires et des armements, et ensuite en tant qu'ambassadeur à Téhéran en 2003, il était un des acteurs les plus importants, les plus déterminés de l'accord d'octobre 2003 qui a contraint l'Iran à quasiment appliquer le protocole additionnel, à arrêter son programme militaire et à, même si ensuite ce programme, cet accord a été est tombé en désuétude, il a quand même continué, et en 2015, quand l'accord général avec les 50 puissances était signé, c'était à la suite de ce qu'avait fait Nicoulot en 2003 avec ses collègues. Et donc, Nicoulot a repris cette histoire de relations France-Iran et montrant pas mal de choses intéressantes sur les années Giscard, De Gaulle et Chirac, où il était un peu aux affaires, et montrant comment la France a un rôle vraiment très important, positif, négatif, un rôle complexe dans le nucléaire iranien. Et Pierre Jox a eu qui a été son ministre quand Nicoulot était son directeur de cabinet, a eu l'amabilité de nous présenter une préface. Je disais, l'Iran, c'est pas facile d'être informé. Notre collègue Fariba Delka est en prison maintenant depuis 2 ans et demi. Elle n'a pas eu de problème lors de l'incendie de la prison d'Evin, elle n'a pas eu de difficulté. Cela dit, aucun chercheur n'est en Iran, aucun journaliste. Les journalistes sur place ont interdiction de traiter quoi que ce soit. Et donc, tout ce que l'on voit actuellement sur l'Iran n'est pas fiable. C'est intéressant, mais ce n'est pas fiable. C'est un pays de 2 fois et demi grand que la France, 85 millions d'habitants, et ce n'est pas avec 10 vidéos que l'on peut faire une analyse politique sérieuse. Donc, on va essayer de voir les choses de façon aussi concrète que possible. Première chose, où en est-on sur le programme nucléaire iranien? On va revenir sur les événements qui ont fait qu'en 2015, tout était arrêté, tout était sous contrôle, et qu'en 2018, Trump déchire l'accord, si bien qu'en déchirant cet accord, contrairement en violation de toutes les règles internationales, les États-Unis donc sanctionnaient l'Iran complètement. L'Iran ne peut plus vendre de pétrole notamment, et surtout les Iraniens ont dit, puisque vous arrêtez, nous aussi on arrête, c'est-à-dire on reprend l'enrichissement, on reprend notre programme nucléaire. Si bien qu'aujourd'hui, l'Iran est un pays qui est virtuellement, comme on dit, sur le seuil nucléaire, c'est-à-dire qu'il a la capacité technologique de produire de l'uranium enrichi à un haut niveau suffisant pour faire une arme atomique en quantité suffisante, dans un délai rapide. Quel délai? Je ne suis pas technicien, et l'expérience nous a montré qu'il n'y avait que des mensonges dans ce domaine-là. Les plus grands experts montaient sur leur estrade et disaient « Monsieur, je sais que dans 15 jours, les Iraniens ont… » C'était une série de mensonges, donc je ne crois rien là-dessus. Une chose est certaine, aujourd'hui, tant en matière d'enrichissement sur le plan technique, qu'en matière technologique, sur le plan scientifique, les Iraniens disposent aujourd'hui des moyens pour faire une arme atomique s'ils le souhaitaient, comme le Japon, comme l'Allemagne, comme beaucoup de pays qui ont décidé de ne pas avoir d'arme atomique. Et si l'Allemagne voulait absolument avoir une bombe, elle serait capable de le faire dans un délai assez rapide. L'Iran est actuellement à cette compétence-là. Et donc, politiquement, c'est important parce que ça va jouer, parce que les Iraniens savent qu'aujourd'hui, si jamais, alors qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas de la bombe atomique et que c'est en dehors de leur système de défense, et si jamais par hasard ils avaient besoin d'une arme, ils pourraient la fabriquer, et quel que soit le gouvernement iranien. Ce qui peut les amener à être plus souples sur d'autres dossiers éventuellement, puisqu'ils savent qu'ils ont déjà que la menace nucléaire, la dissuasion nucléaire, elle n'est pas totale chez eux, mais elle est largement avancée. Merci M. Trump qui a permis à l'Iran, pendant 7 ans, de développer très rapidement le programme nucléaire militaire iranien. Merci aux amis israéliens, merci à nos amis diplomates français qui, dans bien des cas, ont essayé de bloquer cet accord de 2015. Ils ont abouti à ce que l'Iran soit actuellement sur le seuil. Beau succès. Petit détail que je vous montre, puisqu'il faut quelquefois être méchant. Vous voyez ici une carte qui a été faite par Bruno Tertré, qui est un des grands spécialistes à la Fondation de recherche scientifique du nucléaire, et notamment du nucléaire iranien. Il a publié beaucoup de bouquins sur cette question-là. Et donc, j'ai demandé à Bruno, on n'était pas d'accord sur des sujets, fais-moi la carte de l'Iran. Il m'a dit, c'est lui donc qui a donné les éléments de cette carte-là. Et petit détail, il situe Fordo, qui est le centre d'enrichissement au sud de Qom. Or, je suis désolé, mais Fordo est entre Qom et Téhéran, n'est pas au bon endroit. Donc, le meilleur expert français sur le nucléaire se trompait de 300 km. Bon, c'est pas très grave.
d'accord. Mais enfin, ça fait quelque part, ça ne va pas. Résultat, voici ce qui se passe. Donc, en Iran, l'Iran a pour centre du nucléaire, c'est Ispahan. À l'époque du Shah, c'était volontairement là. C'est le centre de recherche, les centres d'enrichissement, et c'est le cœur du nucléaire iranien d'ici. À Téhéran, il y a des laboratoires de recherche très anciens, des années 50. Et l'Iran, surtout, dispose de mines d'uranium. À Gatchine, la plus importante, à Saran. Ce ne sont pas des mines très importantes, mais qui permettent à un pays comme l'Iran d'avoir, si vous souhaitez, une, deux, trois, quatre armes nucléaires. Ils ont suffisamment de ressources pour avoir une arme de façon au moins dissuasive. Par ailleurs, l'Iran a une centrale, des centrales thermiques, centrales nucléaires électriques, faites par les Allemands puis terminées par les Russes aujourd'hui. Et donc, l'uranium enrichi, le carburant pour bouchir, est envoyé par la Russie et les matériaux, les déchets sont renvoyés par la Russie. Donc, il y a un accord permanent qui fonctionne toujours entre l'Iran et la Russie pour acheter le carburant et renvoyer le matériel irradié. Donc, voilà ce nucléaire iranien qui, ma foi, c'est banal. De temps en temps, on voit apparaître effectivement quelques suppléments. Karaj, dans la banlieue de Téhéran, il y a maintenant une usine, mais qui ne fait pas qui n'a pas d'uranium enrichi, mais qui fabrique des centrifugeuses. Arak, ou l'usine de Lourdes, est sous le contrôle de l'AIEA en train d'être rénovée. Bref, une industrie nucléaire parfaitement banale s'il n'y avait pas, évidemment, cette volonté d'avoir une arme nucléaire quelque part. Alors, ces progrès donc ont été faits grâce à M. Trump, mais ce qui est important, c'est évidemment, excusez-moi, l'accord sur le nucléaire lui-même. Je reviens. En effet, en 2015, l'accord en juillet 2015, après des négociations qui n'en finissaient plus, les grandes puissances, les 5 grandes puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, signent un accord majeur qui est un succès politique remarquable pour l'Iran. L'Iran est un petit pays, hein, signe un accord majeur sur l'armement nucléaire avec ces grandes puissances du monde, ce qui donne à l'Iran un prestige, un pays qui va négocier avec les 6 grandes puissances du monde un accord important. Cet accord est validé par l'ONU ensuite. Et ça a permis à ce moment-là de déclencher en Iran un espoir gigantesque, une révolution. Parce que pour la première fois depuis 40 ans, les entreprises repartaient en Iran en masse. C'est un exemple français notamment. Le MEDEF est allé en Iran en avion spécial et il y a eu une véritable invasion, entre guillemets, de l'Iran, l'Eldorado nouveau, etc. Et les Français ont fait cela, mais les Allemands, les Italiens, tout le monde est allé en Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a vu à ce moment-là un afflux de relations internationales, parce qu'avec les ingénieurs qui partaient, c'était les écoles qu'il fallait pour les enfants des ingénieurs italiens, français ou allemands. Et donc, tout de suite, on a vu en Iran la réalité du pouvoir actuel. Les conservateurs au pouvoir, qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque, étaient affolés. Affolés non pas par l'expansion économique, ils ne sont pas contre, mais par l'arrivée des ingénieurs, de leurs femmes, du personnel, du technicien, l'ouverture internationale qui était nécessaire pour pouvoir faire fonctionner l'expansion économique. Et donc, tout de suite, ils ont dit résistance économique, résistance culturelle. D'accord à l'ouverture économique, on est d'accord, mais résistance politique et culturelle. On ne veut pas que la République islamique devienne une république néocolonisée. Donc, les conservateurs qui étaient opposés à cet accord, pas complètement, mais très critiques de cet accord, étaient là en place. Résultat, ça a donné également à la moyenne bourgeoisie iranienne. L'Iran est un des pays les plus formés au monde. Donc, la classe moyenne, les gens qui ont 50 ans, sont allés à l'université. Le développement des universités et des écoles en Iran était spectaculaire après la République islamique. Ils ont fait cela pour islamiser l'éducation et la culture. En fait, ça s'est retourné contre eux. Quand on fait des mathématiques, alors on dit Besmellah au début, il y a 3 minutes d'islam, et puis il y a 5 heures de mathématiques. Le résultat, c'est que les gens sont forts en maths, ou en physique, ou en biologie, ou en n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a en Iran toute une société qui a découvert les sciences contemporaines dans tous les domaines, qui sont assez bien formés dans le cadre islamique. Il y a juste de tampons islamiques, le reste, c'est beaucoup plus. Donc ça a changé complètement le rapport de force, si vous voulez, fondamental de la société iranienne. Et on le voit, on en reparlera, avec les femmes et la révolte des 3e génération des femmes qui ont été les enfants de cette révolution. Autrement dit, en 2015, 16, 17, 18, on avait là un espoir extraordinaire que la société iranienne, étant enfin libérée des sanctions internationales, étant libérée du poids du nucléaire qui était enfin contrôlé par l'AIEA de façon solide et efficace, quoi qu'en disent les Israéliens, les Iraniens ne pouvaient plus faire de bombes atomiques de façon crédible dans le cadre de l'accord de 2015, en déchirant l'accord pour des raisons politiques et idéologiques,
Trump a permis donc, je vous le disais tout à l'heure, à ce que le nucléaire iranien se développe et donc l'Iran soit sur le seuil. Deuxièmement, et ça c'est important, il a donné le pouvoir aux radicaux, les plus radicaux qui étaient critiques contre les réformateurs qui avaient obtenu l'accord. Les gens, l'accord étant tombé, les gens ont dit, regardez, ça ne marche pas, les réformateurs n'aboutissent à rien, ils sont incapables, ils sont fait berner par Trump, donc revenons à la tradition, seule la force compte, reprenons le nucléaire, soyons agressifs au maximum, et c'est la seule façon de s'en sortir. Agressif en Syrie, agressif partout, c'était possible, au Yémen ou ailleurs. Et ensuite, les gens désabusés n'ont pas voté. Si bien que le dernier président élu, Raisi, élu en juin 2021, a été élu, n'a pas été élu, il a été désigné par 40% de la population. Et pour la première fois, il y a eu une abstention massive, et on disait en plaisantant qu'après Raisi, le deuxième personnage qui a été élu, qui était reçu des voix, était Monsieur Abstention, parce que Monsieur n'importe qui, Monsieur Blanc, parce que Monsieur Blanc, abstention, les bulletins blancs faisaient effectivement 20% des suffrages. C'est inimaginable. Autrement dit, aujourd'hui, on a une situation extrêmement difficile parce que l'accord sur le nucléaire ayant été déchiré, on a donc le nucléaire qui est revenu, les radicaux sont au pouvoir, et troisième chose qui est importante, la société iranienne qui en 2015 avait tant d'espoir de changement et d'emploi, l'Iran est un pays riche, qui vend du pétrole, qui vend du gaz, ils se sont vus au chômage brutalement, ils sont écœurés, ils sont écrasés partout. Résultat, la société iranienne crève de faim. 38% des gens sont en dessous du seuil de pauvreté, d'après le ministère iranien de l'économie, d'après le ministère lui-même. 38% en juin dernier. Autrement dit, victoire totale de Trump qui a écrasé les Iraniens, mis au pouvoir les radicaux et permis aux Iraniens d'être sur le seuil nucléaire. On en est là aujourd'hui. Alors, les radicaux au pouvoir ont évidemment s'en débrouillé pour reprendre la négociation. Après une discussion sur laquelle je passe, ils en ont repris les négociations et ont abouti, contrairement à ce qui a été dit, non, les négociations continuent, elles sont toujours arrêtées, et ça repart. Les Européens ont fait une proposition et on peut dire que l'accord, il est déjà fait, il est rédigé à 98%, 99%. Il y a une seule chose qui, alors, régulièrement, un certain nombre de partisans très radicaux côté iranien mettaient dans la balance une clause, une exigence inacceptable par les Américains, qui à ce moment-là rajoutait à la demande des Israéliens une nouvelle clause. Résultat, de tous les côtés, chaque fois que les négociateurs arrivaient, il y avait un élément de plus pour faire que ça ne marchait pas, qu'on ne pouvait pas signer parce qu'il y avait une demande d'un côté ou de l'autre. Une mauvaise foi des deux côtés, et les Iraniens sont remarquables de ce point de vue-là, et les Américains exceptionnels. Donc, résultat, ça traîne. Mais aujourd'hui encore, c'est la déclaration d'aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères iranien qui vient de dire le jour où les Américains feront preuve de bonne volonté et d'aller de l'avant, nous avancerons sur la voie d'obtention d'un accord immédiatement. Les Iraniens disent, si les Américains font un pas, nous on accepte. On va voir que c'est important qu'ils disent cela. Ils disent de notre côté, on n'a plus de réticence. Une chose importante cependant qu'ils ajoutent, il est indispensable pour nous que le problème des trois sites répertoriés par l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, comme étant des sites qui ont reçu de l'uranium enrichi. Ils ont trouvé des traces d'uranium enrichi dans 3 sites non déclarés. Les Iraniens ont dit c'est un accident, c'est une erreur, ce n'est rien du tout. AIEA a dit donc désolé, vous devez nous donner accès à ces sites pour que les choses soient claires. Et tant que ça n'est pas signé, les Américains disent on ne signe pas. Et les Iraniens disent tant que l'AIEA maintient cette suspicion sur ces 3 sites, nous on ne signera pas. Donc il y a actuellement la balle est dans le camp américain, s'ils acceptent, et dans le camp de l'AIEA, qui doit, disons, mettre sous le boisseau ces revendications, ces 3 sites suspects, pour essayer que l'accord soit signé. Si l'accord est signé, c'est un changement très important. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le nucléaire iranien est arrêté. Or, aujourd'hui, les Iraniens menacent d'enrichir l'uranium à 70%, c'est-à-dire quasiment à niveau militaire. Ils ont la capacité de le faire. Et surtout, ils ont des stocks d'uranium qui s'accumulent chez eux, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne peuvent pas le vendre à la Russie. Avant, c'était la Russie qui achetait l'uranium enrichi iranien, le retravaillait et le réexportait vers l'Iran pour sa centrale nucléaire ou le vendait, etc. Les Russes n'ont plus le droit d'acheter l'uranium iranien parce que les sanctions de Trump empêchent les banques russes de pouvoir commercer avec l'Iran. L'Iran est sous sanctions. Donc, les Iraniens voudraient bien vendre leur uranium, comme c'est prévu dans l'accord, ils ne peuvent pas le faire à cause des sanctions américaines. Et donc l'uranium s'enrichit. Et les Iraniens sont en même temps très contents de dire à tout le monde, regardez, j'ai beaucoup d'uranium, je peux faire une bombe.
Je ne veux pas faire de bombes, c'est interdit bien évidemment par la religion. Mais si je voulais en faire une, je pourrais en faire une. Bref, on ne sait pas trop où on en est, sauf qu'en matière de l'accord sur le nucléaire, il peut être signé très rapidement, en principe le 6 novembre prochain, une nouvelle réunion, sauf que, en raison des événements qui sont passés en Iran ces jours-ci, les Américains ont mis la négociation sur pause, comme ils disent. Les Iraniens ont dit non, nous, on est prêts à discuter, on repart à négocier tout le temps. Ces incidents sont des incidents comme il y en a partout, c'est arrêté, c'est fini, on reprend la négociation sur le nucléaire. Donc ça peut aller très vite. On va, je pense, dans le débat, revoir cette question-là et j'y reviendrai sur les événements actuels. Voilà donc pour le nucléaire. Autre élément important, la politique de l'Iran en matière régionale. L'Iran n'est pas un pays impérialiste. Impérialiste, c'est-à-dire un pays qui est capable de conquérir un territoire ennemi, de s'y installer durablement, de l'intégrer, de le faire prospérer, de l'exploiter et de le diriger. L'Iran, en effet, est un pays qui est musulman, mais ils sont chiites. Il est musulman, mais il n'est pas arabe. Autour, ce sont des Turcs ou des Arabes. On dit, quand les Iraniens vont en Irak, ou qu'ils vont en Arabie, ou qu'ils vont en Syrie, ben, ils ne sont pas chez eux, parce que la langue n'est pas la même, la culture n'est pas, l'histoire n'est pas la même. Et dans l'histoire, en fait, jamais les Iraniens n'ont vraiment colonisé les pays étrangers. Il y a eu des incursions à l'époque de Darius en Égypte, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Ils sont revenus chez eux. Par contre, l'Iran a une mentalité de pays assiégé. Et l'Iran dit, je suis un pays qui est le plus prospère du monde, les Iraniens sont encore plus nationalistes que les Français ou les Chinois, disant, notre pays est magnifique, tout le monde veut le conquérir, et d'ailleurs, ce n'est pas faux. Depuis Alexandre le Grand, aux Romains, aux Arabes, aux Turcs, aux Mongols, aux Anglais, aux Américains, tout le monde a voulu conquérir l'Iran. Alors qu'on ne demandait rien à personne. Nous étions chez nous, on est venu nous embêter de l'extérieur. On avait un gouvernement en 1951 qui a nationalisé le pétrole, en 1953, un coup d'État américain. Bon, fichez-nous la paix. Donc ce nationalisme iranien est extrêmement important. Donc, ils ne sont pas capables de coloniser, mais par contre, très méfiants vis-à-vis des pays voisins. D'où une politique de buffer zone, de zone tampon. Ils savent très bien qu'en ayant mal surveillé leur province d'Afghanistan, à un moment, les Afghans ont détruit la ville d'Isfahan et fait tomber la dynastie et sa famille. Ils ont bien vu avec l'Irak, beaucoup plus récemment. La frontière irakienne n'a pas bougé un centimètre, mais cet Irak, il y a eu une guerre de 8 ans. Et donc l'agression irakienne, soutenue par toutes les grandes puissances, concrètement occidentales, c'est dans la mémoire de tous les Iraniens aujourd'hui de 60 ans et plus. Tous les gouvernants iraniens, tous les gouverneurs, tous les ministres, tous les généraux qui avaient 20 ans à la Révolution, ils ont subi les missiles de Saddam Hussein, ils ont subi l'agression irakienne, et ils ont réussi à gagner. Hein, et pour eux, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas une légende que de dire que l'Iran doit assurer ses frontières, doit défendre le territoire national. Et là, tout le monde est d'accord en Iran. Est-ce qu'il faut une bombe atomique pour cela? Peut-être pas, mais s'il le faut, il la faut. Et on sait très bien que les royalistes de Paris ou de Los Angeles sont les plus grands partisans d'une bombe atomique pour l'Iran. En disant, dommage que ce soit des mollahs qu'il est, mais si le Shah revenait, il faut très rapidement qu'il fasse une bombe atomique impériale. Donc l'Iran cherche à développer ces buffer zones, ces zones tampons partout. Et donc, ne pouvant pas conquérir le territoire, il va développer tout un archipel d'alliés, un archipel de soutien par des minorités religieuses. Dès qu'il y a 2 chrétiens quelque part à l'extérieur, en Irak, l'Iran va soutenir les chrétiens d'Irak, contre Daesh en particulier. Il va soutenir l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à un moment. Il va soutenir ensuite les gens qui sont persanophones, les Tadjiks d'Afghanistan ou les Tadjiks du Tadjikistan, qui parlent persan, mais aussi ceux de Samarkand ou de Bukhara, s'il faut embêter l'Ouzbékistan. Les Iraniens vont évidemment, c'est normal, soutenir les chiites. Et c'est le paradis des chiites, c'est le cœur du chiite. Donc, on va évidemment avoir des relations privilégiées avec les chiites d'Irak, mais aussi ceux de Syrie, et surtout ceux de Liban, bien évidemment. Mais aussi les chiites d'Arabie Saoudite, les chiites de Pakistan ou ceux d'Afghanistan. Tous ces petits réseaux dont l'Iran multiplie ces petits groupes d'influence, avec une aide militaire quelquefois, qui effectivement fait en dire l'Iran est un pays déstabilisateur, il a des relations avec tout le monde et a des actions de déstabilisation dans tout le reste du monde. Cela dit, on peut comprendre ce pays dans la mesure où il a été agressé. Il dit, comment est-ce que je peux embêter l'Arabie Saoudite? Je ne vais pas envahir l'Arabie Saoudite, mon Iran, c'est hors de question. Par contre, si j'aide des rebelles houthis, le Yémen est un pays tout le temps en révolte, j'aide ces rebelles qui sont en principe chiites, peu importe que ce soit chiite ou n'importe quoi, ils seraient chrétiens, je les soutiendrai quand même.
ça permet d'embêter l'Arabie saoudite. Disons aux Saoudiens, si vous m'embêtez, moi je développe une agression ici. Comment avoir une influence sur Israël, sur les États-Unis ou les Français? Le Hezbollah au Liban est une réussite remarquable. Et ainsi, avec très peu de moyens, finalement, ils peuvent faire une pression extrêmement efficace sur Israël et les Occidentaux grâce au Hezbollah. Beau succès politique. Tout en n'étant pas, ils n'ont pas envahi le Liban. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer 300 000 hommes. Ils ont envoyé des conseillers techniques, beaucoup d'argent, des missiles, mais il n'y a pas une invasion du Liban. Donc, cette politique-là fait qu'il faut revoir aujourd'hui peut-être la réalité iranienne en matière d'armes conventionnelles. En effet, les Iraniens aujourd'hui ont été confrontés à des guerres conventionnelles, mais avec cependant une importance grande donnée aux missiles. La guerre des missiles en 87-88 en Iran a vu sur Téhéran des missiles. J'étais à Téhéran à ce moment-là. Je vous dis, quand vous entendez un missile Scud, vous entendez qui arrive, puis on entend un premier boom. C'est l'ogive qui quitte le porteur. Et après, on ne sait pas où ça va tomber. Et on attend ensuite le deuxième boom. Tiens, c'est pas pour moi, tant mieux. Ça fait une drôle d'impression. Or, il y en a presque 1200 qui sont tombés sur Téhéran. Et les Iraniens n'avaient pas de missiles pour les renvoyer. Résultat, les Iraniens ont développé dès le début de la guerre Irak-Iran, ils connaissaient leur déficience, la technologie des missiles. Et aujourd'hui, l'Iran est un des rares pays à mettre un satellite sur orbite, à avoir une capacité en matière balistique à courte et moyenne portée, mais aussi toutes sortes de moyens à courte portée, comme les drones en particulier, depuis les années 85-86. Et les Iraniens, parce qu'ils ont d'excellents ingénieurs capables de faire une bombe atomique s'il le fallait, de faire une fusée et un missile balistique de 3 000 à 4 000 km, une fusée capable de mettre un satellite sur orbite, l'Iran a cette capacité industrielle et scientifique. Et donc aujourd'hui, si vous demandez à un ministre iranien, ancien général, qui a subi les 1200 missiles sur Téhéran, monsieur le ministre, abandonnez votre politique de missiles, c'est idiot, ça n'a pas de sens, parce que c'est le seul moyen autonome de défense de l'Iran. On peut leur dire abandonnez le nucléaire et les missiles. Non, ce n'est pas possible. L'Iran est un grand pays qui a besoin de se défendre. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, ayant reçu M. Le Drian à une époque, c'est faux évidemment, mais c'est la légende qui le veut. Le ministre a dit à Le Drian, écoutez, monsieur le ministre, je suis entièrement d'accord avec vous. J'abandonne et le nucléaire et les missiles, et vous me donnez dans les 15 jours 250 Rafales et les missiles qui vont avec, ainsi que 500 chars d'assaut Leclerc. Si vous me vendez ça dans les 15 jours, j'abandonne tout à fait mes prétentions. Et Le Drian n'a pas voulu vendre 300 missiles avions Rafale dans les 15 jours, hélas, ça aurait fait une bonne exportation. Soyons sérieux. L'Iran est un pays sérieux et on n'a pas beaucoup pris au sérieux ces demandes. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie en particulier, les Iraniens disent « Nous n'avons rien fait en Russie, on n'a rien vendu aux Russes, il n'y a pas de drone iranien en Russie. » Je n'en sais rien, mais il y a tellement eu de mensonges sur le nucléaire et les capacités militaires de l'Iran que je ne sais pas qui dit vrai. La CIA ou les Israéliens ou les Français qui disent qu'il y a des drones, les Ukrainiens, il y a des drones iraniens à Kiev, contre Kiev, ou bien les Iraniens qui disent non, ce n'est pas vrai. Je n'en sais rien, je pense qu'il y a vraiment des drones là-bas. Mais surtout, il y a maintenant une association Iran-Russie qui est nouvelle en matière conventionnelle. La Chine, alliée de l'Iran du point de vue commercial, la Russie du point de vue militaire et sécuritaire, même si les Iraniens savent très bien que la Russie sur leur frontière, donc c'est difficile quand même de s'opposer à la Russie. S'opposer aux Américains, c'est à 15 000 km. On peut dire, ah bah l'Amérique, c'est à 15 000 km. Ah bah la Russie, c'est beaucoup plus difficile. Et les Iraniens ont une expérience de l'impérialisme. Dernier point de présentation de ces dilemmes iraniens, ce qui vient de se passer maintenant en Iran. C'est la révolte de la troisième génération. La première génération, ceux qui ont 60-70 ans, ils ont fait la révolution, ils avaient 20 ans à l'époque, et ce sont des gens qui avaient renversé le Shah, chassé l'armée américaine sans coup férir, 3 ans après le Vietnam. Donc la révolution iranienne qui rassemblait des intellectuels de gauche, des marxistes, des révolutionnaires, des libéraux, des royalistes, déçus, quelques islamistes au départ, ces gens-là ont renversé le Shah, ont renversé l'impérialisme américain. Alors ensuite, évidemment, ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir. Mais moi qui suis ancien révolutionnaire, j'avais 20 ans à l'époque, quand j'avais la révolution, d'accord, c'est Khomeini qui est arrivé, mais dans le fond, bon, je ne peux pas renier ma jeunesse complètement. Sans compter que j'ai fait la guerre ensuite. Et en tant qu'ancien combattant, j'ai été honoré. Vous, mes enfants, vous avez obtenu des bourses d'études pour faire des études. Et moi, ma foi, j'étais un petit employé et j'ai un poste de responsabilité grâce à cet ancien combattant.
et j'ai fait la révolution en tant qu'ancien révolutionnaire. Cette génération, donc, est critique. Quand il y a eu des fraudes électorales en 2009, ils ont dit oui, mon vote. Ils voulaient des réformes, ils voulaient des changements. Ils disent la devise de la République islamique, c'est indépendance, liberté, République islamique. Indépendance, bravo. Liberté, qui serait contre, République, qui serait contre, islamique. C'est dommage qu'ils ne prennent que le quatrième mot en ayant oublié les trois autres. Mais dans le fond, je prends le package. Deuxième génération, ceux qui ont 40-50 ans. C'est les petits-fils de Roménie. Oui, mais c'est les fils de Roménie, en quelque sorte, les petits-fils. Ces petits-fils, ils sont donc en nombre, les plus nombreux, 40% de la population. 40%, et qui ont bénéficié des universités, de l'expansion scientifique de l'Iran dans les années 1990-2000. Et donc ces gens-là sont techniciens, sont ingénieurs. Dans les milieux les plus populaires, ils ont appris quelque chose, et donc ont un niveau de compétence tout à fait remarquable. Ils espéraient en 2015 avoir une prospérité bien méritée, qui aurait permis de faire changer les choses. Vous pensez qu'un ingénieur aujourd'hui qui est au chômage, il ne vaut rien. Un ingénieur qui dirige une entreprise de 500 personnes, il existe, on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Imaginez que dans cette usine, les femmes ne portent pas le voile, le foulard glisse. Les gardiens de la Révolution arrivent. Attention, vous, monsieur le directeur, vous devez obliger vos femmes à avoir un foulard dans votre usine. Le directeur peut dire, écoutez, si c'est comme ça fait la grève, et je ne produis pas de voiture. Vous voulez que je produise des voitures, vous voulez que les femmes montent un foulard. Soyez raisonnable, il a un pouvoir dans l'entreprise. Donc les femmes, peut-être dans l'entreprise, ne porteront pas le foulard dans l'usine de Peugeot. Donc ceux de l'usine d'à côté diront la même chose. Il y a une dynamique qui se met en place qui fait que le gouvernement en place, les plus conservateurs, sont un peu piégés par le fait que cette ouverture qui pouvait avoir lieu en 2015 était un moyen de changer les choses. Aujourd'hui, ces gens-là, j'en ai parlé tout à l'heure, sont désespérés, découragés, mais ils sont la majorité des gens. Ils veulent que ça change. Ils en ont assez du régime islamique, pour la plupart, c'est clair. Mais à quoi bon? Le régime est fort, il a une bonne police bien faite, il tue quand il faut tuer. Hein. Par ailleurs, qui mettre en place? Il n'y a personne. L'un ne vaut pas plus que l'autre. Il n'y a aucune alternative politique. Donc, profitons de la vie, ne nous faisons pas tuer, espérons que ça va changer. J'espère que l'exploitation économique va revenir et qu'on pourra avoir du travail, que je pourrai vivre, je pourrai payer à ma fille des études et à notre fils qui est étudiant en France, c'est sa bourse d'études. Bref, continuer comme on pourra et peu à peu les choses vont changer. Ça, c'est la deuxième génération qui n'a pas joué le mouvement, de la troisième génération, ceux qui ont 15-25 ans. Pour eux, la révolution islamique, c'est la préhistoire. C'était il y a 50 ans presque. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui a fait la révolution. Il nous bassine tous les jours avec cette guerre Irak-Iran, la révolution, comment il a chassé les Américains, tout ça. Oh, d'accord, bravo papy. Mais aujourd'hui, c'est moi. Et j'en ai assez de ce système. Et mon père il ne fait rien. Il a tellement de problèmes économiques qu'il me dit, fais attention, je suis d'accord avec toi, ma fille, mais ne va pas te faire tuer dans la rue, c'est un peu inutile. Et donc, je ne joue pas le jeu. Cependant, n'ayant pas de responsabilité économique ou autre, il est normal que les jeunes de 20 ans disent « j'en ai marre » et le disent. Et ça va continuer, cela. C'est une révolte de basse intensité. Ce n'est pas 2 millions de personnes dans la rue qui fait trembler le gouvernement, mais c'est 1000 petites manifestations un peu partout en Iran et ça continuera. Entre nous, le non-port du foulard, ce n'est pas d'aujourd'hui. Une amie plusieurs amies iraniennes avec qui je parle régulièrement sur WhatsApp, c'était il y a 3 mois de ça, il y a 4 mois de ça. Je me dis, regarde, ils me montraient sur WhatsApp, leur caméra, leur téléphone, dans la rue, ils me disent, ouais, mon foulard, je n'ai pas de foulard. Dans la rue, les gens en portent, n'en portent pas. C'était une réalité déjà depuis des mois. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé un peu de mettre de l'ordre dans cette immoralité et que la police a repris de l'énergie et en tuant évidemment un certain nombre de personnes. Donc, que faire pour conclure? On voit donc que des sanctions économiques ont permis de relancer le nucléaire, de mettre au pouvoir les radicaux et d'appauvrir les Iraniens, qui sont maintenant découragés. Si on fait de nouvelles sanctions, l'Europe en a proposé. Ils ont sanctionné les policiers criminels. Oh, c'est magnifique. Il y a 10 policiers, généraux de la police, commandants de la police, qui sont interdits de séjour sur la Côte d'Azur. C'est une insulte aux militants. Il s'est passé des choses sérieuses. La sanction, c'est on va condamner des oligarques iraniens criminels qui sont interdits d'accès, pas de visa pour eux. Ils n'ont jamais voulu venir en France. Ça montre l'embarras un peu de la situation. Parce que l'Iran est un pays important. Si l'Iran vendait du pétrole, si les sanctions étaient levées, il vendait du pétrole, ça arrangerait nos affaires en matière d'énergie, par rapport à la Russie. Mais l'Iran aide la Russie du point de vue militaire et inversement. Quelle est la meilleure sanction contre l'Iran aujourd'hui, de mon point de vue? C'est
de lever les sanctions, c'est-à-dire la levée des sanctions économiques, signer l'accord sur le nucléaire et l'accord sur la levée des sanctions. Là, dans 15 jours, ça peut se faire. Ce qui veut dire qu'immédiatement, non seulement le nucléaire est sous contrôle de l'AIEA, et tranquille de ce point de vue-là, c'est une affaire réglée. Mais deuxièmement, on a en Iran une relance de l'économie, une relance de la société, une relance de la culture, une relance des dynamiques, et on fait confiance aux Iraniens de ce point de vue-là. Ils montrent qu'ils révoltent sans arrêt. Et qui serait embêté qui serait gêné par cela, qui devrait gérer cette crise? Les conservateurs au pouvoir, qui devraient gérer l'afflux de dizaines de milliers d'entreprises étrangères venant en Iran, qui ne savent pas gérer. Parce qu'imposer la loi islamique à toutes les femmes et les familles des étrangers en Iran, c'est utopique. Donc, ils auront beaucoup de problèmes avec cela. Et donc, sanctionner l'Iran, c'est une sanction qui peut être positive. La sanction, ce n'est pas forcément tuer les autres, ce n'est pas forcément envoyer une bombe atomique. Il y a effectivement 3 solutions en Iran. Solution israélienne, des bombes atomiques sur Téhéran, 3 millions de morts. C'est une première solution. Deuxième hypothèse, solution américaine, comme en Afghanistan, en Irak. On envahit le pays, on fait la guerre, on casse tout, et après, c'est la démocratie, comme en Afghanistan ou en Libye. Troisième solution, on essaye de voir comment avoir des relations avec un pays sans l'agresser militairement ou en imposant des sanctions économiques qui ont l'avantage, entre guillemets, de renforcer les dictatures et d'appauvrir les peuples. Il n'y a qu'à voir à Cuba, qui est devenue une grande démocratie, et les Cubains sont très prospères depuis 70 ans de sanctions. Donc réfléchir sur ces sanctions, nous sommes plusieurs maintenant à réfléchir à partir du cas iranien et du nucléaire iranien et des expériences de Trump. Merci, M. Trump, d'avoir montré l'efficacité des sanctions. Donc repensez à cela. Et dire au Quai d'Orsay, au State Department ou au Foreign Office qu'il faudrait revoir comment avoir des relations avec un pays difficile, sans brandir des sanctions en disant je coupe les relations économiques, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chercheurs en Iran, on peut massacrer en tranquillité, c'est dans le silence. Il faut réfléchir à tout cela, et l'accord sur le nucléaire permettrait éventuellement de sortir de ce ghetto.